Alors, nous passons aujourd'hui aux différentes méthodes qu'on pourrait utiliser pour collecter les données. Et on va commencer avec les études de cas. Alors, pour commencer, un cas, c'est quoi ça? C'est généralement une entité limitée. C'est une personne, une organisation, un événement ou un phénomène social. Mais la frontière entre le cas et les conditions contextuelles, à la fois la dimension spatiale et temporelle, peut être fluide. Alors, c'est le défi que nous verrons souvent, c'est que même si nous voulons des règles strictes, c'est quoi un cas particulier, c'est réellement assez simple. Alors, parfois, nous étirons un seul cas, mais d'autres fois, nous voudrons étudier plusieurs cas. Et on dit souvent que le nombre de cas, c'est notre N. C'est juste une abréviation du nombre de cas. C'est vraiment original. Et pour plusieurs phénomènes politiques, nous avons beaucoup de cas à étudier. Alors, par exemple, les électeurs au Canada, on a des millions d'électeurs. Alors, c'est grand N. Mais d'autres cas, nous avons un petit nombre de cas à étudier. Par exemple, les provinces au Canada, c'est seulement 10, alors c'est une petite N. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas vraiment une ligne ferme entre les petites N et les grandes N. Souvent, les étudiants veulent un nombre concret pour la division, mais ça dépend vraiment sur plusieurs autres facteurs de la recherche. Alors, je vais donner des exemples où nous pouvons avoir peut-être un débat sur est-ce que c'est une grande N ou une petite N. Mais il faut juste penser de est-ce que j'ai beaucoup de cas ou peu de cas, parce que ça va être important quand tu décides les méthodes que tu vas utiliser. Alors, voici des exemples et on va penser un peu sur si chaque exemple est une petite N ou grande N et on va identifier aussi l'unité d'analyse. Et rappelez, ma chatte est là maintenant. Rappelez que l'unité d'analyse est ce qui fait des limites des cas. OK. Alors, on a 1000 manifestants au sommet de G7. Alors, l'unité d'analyse, c'est quoi ça? C'est les personnes, c'est les individus individuels. Est-ce que c'est grande N ou petite N? Probablement, on peut dire que c'est grande N. Il y a des milliers de personnes que tu peux peut-être utiliser un sondage. Les échelles de Freedom House qu'on a étudiées la semaine passée, l'unité d'analyse ici, c'est les pays et c'est tous les pays du monde. Alors, ça peut être une grande N, mais c'est bien plus petite que 1000 personnes, mais c'est encore comme 60 ou quelque chose comme ça, pays qui sont analysés. Alors, passez au troisième, tous les États membres de l'OTAN. Il y a 30 membres, c'est encore des pays, mais c'est un petit groupe de pays, pas tous les pays. Alors, c'est plutôt une petite N, mais pour quelques personnes qui font des études de cas, ils vont dire, oh, 30, c'est beaucoup. Mais pour moi, quelqu'un qui fait des méthodes quantitatives, je dirais que c'est plutôt petite N. Et finalement, les collèges militaires au Canada, l'unité d'analyse, c'est les écoles, les collèges. Il y a seulement 2 ou 3 si on inclut le CFC. Alors, c'est probablement une petite N. Alors, il n'y a pas vraiment une division claire entre grande N et petite N. Ça dépend sur la méthode qui est utilisée. Mais c'est bon à commencer à penser combien de cas est-ce que j'ai plusieurs cas ou juste un petit nombre de cas. OK. Alors, où est-ce qu'on peut obtenir des informations sur les cas? Alors, il y a plusieurs façons. Alors, je vais souligner 6 ici. Premièrement, les observations directes. C'est assez explicite. Vous allez en fait observer directement ce qui se passe. Par exemple, je connais des scolaires ou des académiques au Colombie-Britannique qui ont allé observer une campagne électorale dans une circonscription au Colombie-Britannique.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont observé ce qui se passait et peuvent obtenir des informations très intéressantes sur qu'est-ce qui se passe dans les campagnes électorales sur le terrain, au grassroots. Qu'est-ce qui se passe dans une campagne? Alors, ils ont fait d'observations directes pour faire son recherche. On a aussi l'observation participante. C'est là que vous observez, mais vous êtes également un participant à la même fois. L'exemple classique, c'est l'anthropologue qui vit dans une communauté éloignée, rurale peut-être, pendant une série de mois pour voir comment ils vivent dans leur vie régulière. Peut-être aussi si vous êtes à une conférence et vous faites d'observation, vous êtes un participant du conférence, mais aussi vous faites d'observation pour la recherche. Les entretiens ou les entrevues, on va passer une semaine sur ça, la semaine prochaine, mais vous posez des questions à des personnes qui vont connaître des choses à propos de votre cas ou à des idées importantes sur votre cas. Les documents d'archives, c'est d'archives, je ne sais pas comment le prononcer, désolée. C'est exactement à quoi ça ressemble. Vous recherchez des documentaires, des documents, des preuves documentaires, et il peut être des anciens dossiers, des rapports, des notes, des lettres, quelque chose comme ça. D'autres façons de faire la recherche documentaire, c'est peut-être des demandes d'accès à l'information de le gouvernement, des articles au journal, les flux de Twitter peut-être. Il y a plusieurs sortes de documents que tu peux utiliser pour faire votre recherche. Et finalement, les objets physiques, ça c'est peut-être l'archéologie du passé, mais ça peut être aussi l'art fait par des sujets. Peut-être vous avez des enfants qui ont fait d'art et tu vas analyser l'art de ces enfants. Des choses qui étaient construites par le gouvernement, les bâtiments peut-être. Alors, tu peux aussi utiliser des objets physiques pour obtenir de l'information sur votre cas. Alors maintenant, c'est quoi les avantages et les inconvénients des avantages de ces deux options? Alors, les options d'observation, puis les options de document du dossier. Alors, les avantages, premièrement, c'est il n'y a pas de médiation par ce que les gens veulent écrire ou dire, puisque vous voyez réellement ce qu'ils font. Alors, c'est vraiment le premier avantage d'une méthode d'observation. C'est pas ce qu'ils veulent que tu vois, peut-être, mais c'est vraiment ce qui est là devant vous. Mais le désavantage, c'est que peut-être votre participation peut changer le comportement. Donc, si vous allez regarder une campagne électorale, ils peuvent peut-être faire des choses différentes ou différemment parce qu'ils savent qu'ils sont observés. Aussi, il y a des issues d'accès. La sécurité, c'est très cher. Il faut aller voir ce qui se passe pendant du temps. Alors, ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps. Pour les documents, les dossiers, un des avantages, c'est que c'est durable, ou ça veut dire que la recherche historique, c'est possible. Tu ne peux pas aller faire d'observations sur quelque chose qui se passait en histoire, mais vous pouvez voir les documents. Vous pouvez le revoir plusieurs fois et plusieurs personnes peuvent le revoir. Alors, sur l'exemple du campagne électorale, s'il y avait un rapport, tout le monde peut voir le rapport. Mais si c'est d'observation directe, tout le monde ne peut pas être là d'observer ce que vous avez observé. Aussi, c'est plus facile pour l'accès, surtout si c'est sur l'Internet. Parfois, il va mettre des documents sur l'Internet et tout le monde peut aller voir les documents. Les désavantages, peut-être seulement quelques dossiers ou quelques documents ont été conservés et c'est seulement de certaines personnes.
surtout en l'histoire, c'est difficile parce que c'est seulement quelques voix des personnes qui sont peut-être plus riches, les personnes qui sont des hommes qui sont préservés. Aussi, vous ne pouvez pas lire ce que les gens vous lisez peut-être seulement ce que les personnes ont pensé que c'est important, mais peut-être c'est pas la même chose que vous direz que c'est important. Et aussi, il va seulement écrire ce qu'il veut que tu vois. Il va seulement donner les faux qui se prennent dans une bonne lumière, shows them in a good light. Alors, c'est parfois difficile aussi de savoir ce qui se passe vraiment parce qu'il va seulement écrire ce qu'il veut que tu lis. OK. Alors, partie 3, comment faire les études de cas? Désolée, c'est ma chatte. Elle est ici et elle veut jouer. Alors, si tu entends des petits jouets, des choses comme ça, c'est elle, ma petite chatte. OK. Comment faire les études de cas? OK. Une étude de cas, c'est l'analyse détaillée d'un phénomène unique et on peut poser plusieurs différentes questions. Les questions comme qu'est-ce que produit ce phénomène, pourquoi est-ce qu'il est arrivé à cette façon, pourquoi est-ce que ou comment c'est arrivé. Et dans les dernières semaines, nous avons parlé un peu des hypothèses que nous pouvons tester. Mais pour le moment, et souvent pendant nous faisons des études de cas, si c'est seulement un cas, on ne peut pas vraiment tester une hypothèse, c'est plutôt de générer une hypothèse, tu vois. Alors, un étude de cas, c'est plus facile à générer des hypothèses intéressantes. Et quand vous faites des études de cas avec plusieurs cas, alors des études transversales, ça, c'est où vous pouvez tester les hypothèses comme avec les corrélations, des expériences, des choses comme ça qu'on a discuté dans les premières 3 semaines. Aussi, dans un seul étude de cas, la généralisation, oui, OK. Désolée encore. C'est plus limité parce que la généralisation demande donc que vous pouvez étendre vos conclusions à d'autres cas. Mais quand vous étudiez seulement un cas, c'est difficile à faire. Mais si vous avez une étude de cas transversale ou plusieurs cas que vous faites une comparaison, c'est plus possible de dire que vos conclusions peuvent appliquer à la plupart des différents cas, pas seulement le cas que vous étudiez. Mais c'est plus facile dans une seule étude de cas avec un cas, c'est plus facile de savoir le mécanisme. Ça veut une idée du processus par lequel le phénomène se produit. C'est plus facile avec un seul étude de cas, mais avec une étude de cas transversale ou avec plusieurs différents cas, vous pouvez savoir plus si X cause Y. Alors, si quelque chose cause quelque chose d'autre, alors c'est quoi l'effet? Mais on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qui se passe avec le cause. On ne sait pas vraiment les mécanismes de comment ça cause quelque chose. Mais on peut être plus sûr que quelque chose cause quelque chose d'autre. Alors, l'application, c'est plus approfondi avec un seul cas. Tu peux aller plus bas, plus loin, deeper, avec un seul étude de cas, mais avec plusieurs cas, une étude transversale de cas, vous êtes plus au surface, mais vous pouvez une plus grande variété de cas. Alors, il y a des choses qui sont bonnes, les avantages et les désavantages de ces deux types d'études de cas. Un seul étude de cas, un seul cas, ou une étude de cas avec plusieurs cas. OK.
En passant maintenant aux deux types différents d'études de cas, une étude de cas descriptive et une étude de cas qui teste une théorie. Alors, les études de cas descriptives, le but, c'est de décrire le phénomène pour construire un nouveau programme de recherche. Alors, la première étape, c'est d'identifier le cas et les questions que vous avez. Deuxième, il faut identifier le champ, les limites, la délimitation de votre recherche. Troisièmement, vous voulez identifier où vous pouvez obtenir l'information sur le cas. Quatrièmement, décrivez ce que vous avez trouvé. Et cinquièmement, proposez des orientations futures pour la recherche. Alors, je vais donner un exemple. Et toi, tu peux aussi donner ton propre exemple dans la feuille de travail si vous voulez. OK. Le cas. Alors, j'ai dû penser de ma propre. Alors, je demande pourquoi Donald Trump a remporté l'élection de 2070? Non, 2000. Je suis terrible avec les numéros en français. 2016. Oui, 2016. OK. Alors, ma cas, c'est l'élection de 2016 aux États-Unis. Et désolé si c'est pas 2016, mais je crois que c'est 2016. Oui, OK. Alors, quelle question? J'ai les questions. Pourquoi est-ce que Donald Trump a-t-il gagné? Est-ce que c'était à cause du système de collège électoral? Est-ce que c'est des attitudes des électeurs envers le candidat? Est-ce que c'est un faible taux de participation? Surtout sur les démocrates, il y a beaucoup de raisons potentielles que je peux examiner. Alors, pour obtenir des informations sur ma cas, je pourrais regarder des sondages sur l'opinion publique, je peux voir les résultats de l'élection selon des différentes régions, je peux voir des articles de journaux, je peux faire des entretiens avec des commentateurs, des experts ou des stratégies. Alors, il y a plusieurs façons dont je peux trouver des informations. Et puis, je peux faire étapes 4 et 5 si je fais la recherche pour décrire ce que j'ai trouvé et je peux proposer des orientations futures. Alors, peut-être je dirais, j'ai noté que c'est différent par la région. Alors, il faut que les personnes qui vont tester les théories et vont utiliser des études et vont faire des recherches pour faire certain ou pour savoir plus sur est-ce que c'est à propos d'une question régionale. Alors, je peux proposer des questions de recherche futures avec les résultats de mon étude de cas descriptive. OK? Ça fait du sens? Alors, vous pouvez utiliser votre propre cas ici dans votre feuille de travail. L'autre type d'étude de cas, c'est où nous testons le théorie. C'est pas descriptif, on va tester une théorie. Alors, si on veut confirmer ou réfuter les théories avec nos cas. Alors, il y a deux types, deux façons à tester une théorie avec un étude de cas. Le premier, c'est l'échec du cas le plus probable. C'est quand un cas, on pense que ça va confirmer la théorie, mais il ne fait pas. La deuxième façon, c'est le succès d'un cas moins probable. C'est quand un cas, il faut réfuter la théorie, mais on confirme la réalité. On utilise souvent que c'est le Sinatra test. If I can make it there, I'll make it anywhere. Alors, si je peux confirmer la théorie ici, je peux la confirmer n'importe où. Alors, on va répondre à ces questions pour mes deux exemples que j'ai trouvés. C'est quoi la théorie? Est-ce que c'est l'échec du cas plus probable ou réussi ou succès du cas moins probable? Est-ce que ça correspond à nos attentes? Et comment est-ce que nous pouvons améliorer notre théorie?
Le premier exemple, c'est meilleur que le deuxième. On va voir. OK. Alors, nous théorisons que la richesse conduira à la démocratie. Nous faisons une étude des Émirats arabes unis, un des pays les plus riches, mais on trouve que ce n'est pas une démocratie. OK. Les cas probables. Je pense que la richesse conduira à la démocratie. Et le cas le plus probable, c'est les Émirats arabes unis parce que c'est très, très riche. Mais on voit que ce n'est pas démocratique. Pourquoi? Il y a des théories c'est que d'où viennent les richesses. Alors, si les richesses viennent des ressources naturelles, de l'huile, c'est pas distribué également, alors ça vient pas à la démocratie. Si vous intéresse de ça, tu peux voir l'article Does Oil Hinder Democracy? C'est de Ross. Alors, nous pouvons améliorer la théorie. C'est que la richesse qui ne vient pas des ressources naturelles conduira à la démocratie. Alors, on peut, comme ici, où nous pouvons proposer des orientations futures de la recherche, nous pouvons améliorer notre théorie c'est la richesse, mais c'est la richesse des ressources naturelles, ça ne conduira pas à la démocratie, mais les autres types de richesse peut-être. OK. Le deuxième, c'est pas c'est pas vraiment un bon exemple, mais c'est difficile à penser des exemples. Je vais juste donner l'exemple, puis ma commentaire après. Alors, nous théorisons que les cours de sciences politiques sont les plus populaires au collège, mais nous savons que la recherche et les méthodes de ce cours ne seront pas probablement populaires parce que nous pensons que les étudiants n'aiment pas vraiment apprendre les statistiques. Cependant, lorsque nous regardons les inscriptions au cours, nous voyons qu'elle est à pleine capacité et qu'elle en fait une des inscriptions les plus élevées du département, même si on la compare avec d'autres classes obligatoires pour les étudiants de Sciences Po. OK. Alors, notre théorie, c'est que les cours de sciences politiques sont les plus populaires du collège. C'est un cas pas probable, le cas de cours recherche et méthode, parce qu'on pense qu'il va être le moins populaire parce que les étudiants n'aiment pas les statistiques. Mais il y a plusieurs inscriptions. Pourquoi? Peut-être c'est que le prof est très cool et on n'a pas pensé du prof qui enseigne les recherches et les méthodes est un des plus populaires au collège. Peut-être un jour. Alors, nous pouvons améliorer la théorie que les cours de sciences politiques sont populaires, mais aussi les profs sont super et peut-être c'est les profs qui sont les raisons pourquoi il y a plusieurs inscriptions dans les cours de Sciences Po. OK. C'était pas vraiment un bon exemple, mais je pouvais pas penser à un meilleur exemple parce que je peux être honnête que j'ai jamais rencontré un cas le moins probable qui a du succès dans la recherche réelle. Je peux pas trouver un cas dans ma recherche, dans ma domaine de recherche. C'est pas fait souvent. C'est le succès du cas moins probable, mais souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tester les cas moins probables où on veut dire que, voilà, le théorie peut fonctionner n'importe où. OK. Alors, maintenant, ton job, c'est de penser à votre propre exemple et répondre aux questions en haut. Alors, donne un exemple et font les réponses qu'on a juste fait avec ces deux exemples ici. Alors, 4. C'est juste une liste de considérations clés quand nous faisons la recherche d'études de cas. Premièrement, est-ce qu'il y a une définition sur le sujet, le quoi et l'objet, le pourquoi de l'étude? Il ne faut pas juste aller faire des recherches sur quelque chose sans une question et sans un sujet clair. Il faut aussi utiliser vos outils de concept de mesure. Est-ce que c'est conceptualisé clairement?
Il faut penser, est-ce que ça utilise la reconstruction d'un processus, ou ça veut dire, en anglais, c'est du process tracing. Est-ce qu'il montre le chemin entre A et B? Parce qu'on a dit en avant qu'une des choses que nous pouvons faire avec des études de cas que nous ne pouvons pas vraiment faire facilement avec des études de grande N ou des études avec plusieurs cas, c'est plus difficile de trouver les mécanismes. Alors, souvent, on va trouver dans les études de cas du process tracing, la reconstruction des processus. On dit souvent, j'ai demandé à une collègue francophone comment est-ce qu'on dit process tracing en français, et on dit process tracing. Alors, et le quatrième, est-ce qu'on va faire des généralisations? Parce que parfois, avec un seul étude de cas, c'est difficile à généraliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre du cas? Est-ce qu'il y a des généralisations? Et une des défis les plus communs, c'est qu'on va faire de généralisation. Alors, on va généraliser trop pour le cas. Alors, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de voir cet exemple d'une étude de cas et répondre aux ces 4 questions. Voici l'article que j'ai choisi. C'est à propos de l'instruction administrative postsecondaire francophone à Colombie-Britannique. Très intéressant. Alors, il faut lire l'article et il faut répondre aux questions. C'est ton job pour la semaine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre patience. Beaucoup de choses à discuter ce matin. Et on va revoir la semaine prochaine.